On va tout de suite ouvrir le chapitre Actes Sud en commençant par la rentrée étrangère. Les éditeurs ont décidé cette année précisément de faire appel aux libraires, de vous rendre visite, de vous confier des livres et de vous demander un petit temps de restitution, de recension de ces différents ouvrages. Donc là, on va attaquer une série, aucun des auteurs n'est présent aujourd'hui. On va attaquer une petite série à la fois de vidéos, de libraires et de temps de lecture avec nos deux amis comédiens. Au dernier jour de sa vie, alors âgée de 247 ans, la poétesse aveugle, faiseuse de miracles et prophétesse Pampa Campana, acheva son immense poème narratif, consacré à Biznaga, et l'enterra dans une jarre en argile scellée à la cire, au cœur des ruines de l'enceinte royale, en guise de message adressé à l'avenir. 4 siècles et demi plus tard, nous avons découvert cette jarre et lu pour la première fois l'immortel chef-d'œuvre intitulé le Jaya Para Jaya, ce qui signifie victoire et défaite, rédigé en sanskrit, aussi long que le Ramayana, composé de 24 000 vers, et nous avons appris les secrets de l'Empire qu'elle avait cachés à l'histoire pendant plus de 160 000 jours. Nous ne connaissions que les ruines qui subsistaient, et notre souvenir de son histoire était lui aussi en ruine, à cause du passage du temps, des imperfections de la mémoire et des falsifications de ceux qui vinrent après. À la lecture du livre de Pampa Campana, le passé fut retrouvé. L'empire de Biznaga fut ressuscité tel qu'il avait existé avec ses guerrières, ses montagnes d'or, son esprit généreux et ses époques de mesquinerie, ses faiblesses et ses forces. Nous entendîmes pour la première fois le récit complet de ce royaume qui commença et finit par un incendie et une décapitation. Voici cette histoire, racontée cette fois dans une langue simplifiée par l'auteur de ces lignes, qui n'est ni un savant ni un poète, mais un simple raconteur d'histoire, et qui offre cette version pour le pur divertissement et l'éventuelle édification des lecteurs d'aujourd'hui, vieux et jeunes, très instruits ou pas tant que cela, ceux en quête de sagesse et ceux que la folie amuse, les gens du Nord et les gens du Sud, les fidèles de diverses religions et les athées, les larges et les estroits d'esprit, hommes, femmes et représentants de tous les genres au-delà et entre les deux. Rejetons de l'aristocratie et roturiers, bonnes gens et fripouilles, charlatans et étrangers, humbles sages et fous égocentriques. Ça commence comme ça. On va rentrer dans un livre légendaire. On va raconter une histoire formidable. C'est un homme qui a repris le texte de cette grande dame impressionnante avec tous les pouvoirs. Des pouvoirs qui sont à la fois magiques, mais c'est aussi des pouvoirs de pouvoir chuchoter à l'oreille, évidemment, de tous les habitants. Des habitants qu'elle va créer. Elle va les créer à partir de graines. Elle jette ça sur la montagne et elle crée un empire, une ville, une forteresse. C'est formidable, parce que c'est un point de vue féminin, mais vu par un homme derrière. Et cet écart entre les deux permet de nous retrouver, nous, en tant que lecteurs, sur ce passé et sur cet avenir. Puisque, évidemment, derrière cette figure d'un passé révolu, qui date du XVe et du XVIe siècle, on va avoir quelque chose qui nous raconte aujourd'hui. Aujourd'hui, au travers des rapports entre les êtres, et notamment des rapports entre les hommes et les femmes. Les femmes qui sont le savoir intuitif, le savoir vraiment fondamental, presque tellurique, puisqu'on a une connaissance des forêts, on a une connaissance du monde, et à côté de ça, le pouvoir petit, parfois mesquin, petit, ridicule aussi, des hommes qui sont là. Elle nous donne tous ces éléments-là, et c'est Salman Rushdie qui nous le dit. Salman Rushdie, avec son pouvoir de raconter, on se souvient évidemment des Enfants de minuit, de Haroun et le faiseur d'histoire, enfin, toutes ces histoires-là. Et c'est cette gamme, enfin, c'est ce filon chez Salman Rushdie qui nous est donné au travers de ce livre. Un livre important, conséquent dans la taille, mais qui est d'une fluidité absolument incroyable. C'est surtout aussi, et ça c'est une chose auquel je tiens, c'est la confiance dans l'écrit, la confiance dans le fait du récit, dans cette notion qu'on a à donner, entre guillemets, une confiance dans l'écrit, sur le fait que le récit passera au-delà du temps,
au-delà des changements politiques, des changements sociétaux, et que c'est par l'écrit, et ça, chez Salman Rushdie, on sait l'essentiel de cet aspect-là, c'est vraiment se donner là. C'est un livre formidable, une traduction exceptionnelle, avec Gérard Medal qui nous a donné cette traduction, et moi, je me suis régalé. Je pense que vous aussi, vous allez le faire, et je vous souhaite une très bonne lecture. Paris. En février 1974, je fis un voyage à Paris dans l'intention anachronique de devenir un écrivain des années 20, style Génération perdue. Je suis partie avec, disons, ce singulier objectif, et même si j'étais très jeune, ce ne fut pas un obstacle, car à peine avais-je commencé à me promener dans la ville, je remarquai que Paris était absorbé par ces dernières révolutions et entra alors en moi une paresse immense, monumentale, une très grande faiblesse, ne serait-ce qu'à l'idée que je devrais m'y transformer en écrivain et, comme si c'était trop peu, en chasseur de lions à la manière d'Hemingway. Envoyer tout paître, en particulier mes aspirations, me dis-je un soir en marchant sur le Pont-Neuf. Je dois tout faire quelque chose pour échapper à ce destin, pensais-je, toutes les 2 minutes, ce jour-là, sans m'accorder de trêve. Et tout compte fait, je finis par rentrer dans une rue mal éclairée et donner le départ à une vie de délinquant qui me renvoya d'une certaine façon à un état d'âme adolescent que je croyais avoir dépassé. Le classique état d'âme exaspéré du jeune homme qui trouve dans l'intempérie de son âme et le mot solitude les 2 grands axes autour desquels devraient tourner les grands poèmes que, trop occupé par le trafic de drogue, il n'écrira jamais. C'est une librairie que j'ai ouverte il y a 2 ans et demi, qui s'appelle la Librairie du Désordre. Et là, le désordre se réfère à la fois à l'atmosphère du quartier, puisqu'on se situe dans la butte aux Cailles à Paris, à une certaine idée de la façon de rapprocher des livres selon un ordre qui ne soit pas alphabétique, mais qui soit plus de l'ordre du tempérament ou des intuitions. Et puis ça libère, en fait. Quand on s'appelle le désordre, on peut tout faire. C'est ça l'état d'esprit ici. Alors, dans Montevideo, j'ai perdu le sens de l'orientation, au sens où ça a l'air comme ça d'être un itinéraire de voyage bien défini, avec des chapitrages par ville, où on se dit on va passer de Paris à Montevideo, à Bogota, et en fait tous ces lieux se mélangent et se croisent et se superposent. Est-ce qu'avec Willem Atès, on partage la même notion du désordre ? Un peu, puisque chez lui, c'est un désordre qui mélange des illusions et de la réalité et des lieux qu'il visite sans les visiter, donc il est toujours dans une part de mystère. Mon désordre est peut-être moins mystérieux, j'y suis peut-être moins perdue, mais c'est un désordre similaire au sens où l'imaginaire et le réel se télescopent. Je savais que j'allais être désorientée et j'ai pas été déçue. C'est en effet un auteur un peu méta, c'est-à-dire il aime écrire sur l'écriture, il aime écrire sur les écrivains, et comme ça, c'est des mises en abîme qui ouvrent vers d'autres littératures. Donc voilà, on s'y retrouve et on s'y perd. C'est presque une bibliographie, en fait, comme livre. Donc j'ai trouvé des idées de lecture, en fait. Je pensais, si je me remettais un jour à écrire, mon nouveau livre traiterait d'un sujet invisible. Le lecteur remarquerait que je ne perdrais jamais le sujet de vue, mais sans m'étendre, je le donnerais plutôt comme sous-entendu et indescriptible. Je ne le nommerais pas, le laissant planer sur les lecteurs, survoler le noyau dur du problème, si invisible, mais tout le temps si présent, précisément parce qu'indescriptible.
À Shenzhen vivait un homme qui possédait des biens à Wanmodang. Plus de 1000 mues de bonnes terres sillonnées par les bras de la rivière qui s'étalaient comme des racines exubérantes. Le riz et le blé, le maïs et la patate douce, le coton et le colza, les roseaux et les bambous, mais aussi de l'herbe et des arbres, alternés comme le lever et le coucher du soleil, sans jamais s'interrompre au fil des saisons et prospérer 365 jours par an. Sa fabrique d'articles en bois était réputée. Il en sortait toutes sortes d'objets, des lits, des tables, des chaises, des tabourets, des armoires, des coffres, des consoles, des baquets, des seaux hygiéniques qui se vendaient à 100 lis à la ronde, sans parler des palanquins pour transporter les jeunes mariés et des cercueils pour les cortèges funéraires qui paradaient au son des swanas ou des tubes de bambou frappés par les officiants taoïstes. Sur les chemins de terre et de voies d'eau qui reliaient Jinzan à Sendian, tout le monde avait entendu parler de cet homme, qui s'appelait Lin Chanfu. On le disait très riche, mais personne ne savait rien de lui. Il n'avait pas l'accent du coin, il parlait avec un fort accent du Nord, et c'était le seul indice qui dénotait son origine, de sorte que les gens avaient conclu qu'il était descendu du Nord au Sud jusqu'à Shenzhen. Beaucoup croyaient se rappeler qu'il était arrivé au cours d'une tempête de neige qui avait frappé la région 17 ans auparavant. On l'avait aperçu très souvent, marchant dans la neige, avec une fillette qui n'avait pas 1 an, et mendiant du lait de porte en porte. On aurait dit un ours blanc, pâteau, perdu au milieu de la glace et de la neige. Presque toutes les femmes de Shenzhen qui allaitaient à l'époque avaient eu affaire à Lin Chanfu. Ces femmes, qui étaient jeunes alors, en avaient conservé le même souvenir. C'était au moment où leur enfant avait pleuré qu'il était venu frapper à la porte. Elles se remémoraient encore la manière dont il avait frappé. On aurait dit qu'il frappait avec ses ongles. Il donnait un coup léger, puis s'interrompait, avant de redonner un autre coup léger. Elle le revoyait encore clairement quand, l'air épuisé, il avait franchi le seuil de leur porte et tendu sa main droite, paume ouverte, dans laquelle il y avait une sapèque. Son regard d'une tristesse infinie était inoubliable. « Ayez pitié de ma fille, donnez-lui un peu de lait, » disait-il d'une voix rauque. Ses lèvres desséchées ressemblaient à des peaux de pommes de terre retournées, et la main qu'il tendait était striée de crevasses d'un rouge sombre causé par le gel. Il restait planté, sans bouger, au milieu de la pièce, et son expression impassible donnait le sentiment qu'il s'était coupé du monde des hommes. Il ne paraissait y revenir que quand on lui tendait un bol d'eau chaude. Alors une expression de reconnaissance se lisait dans ses yeux. Si on lui demandait d'où il venait, il devenait aussitôt hésitant et murmurait ces 2 syllabes « Sendian ». C'était un autre bourg situé à 60 lis au nord de Shenzhen, un nœud de communication par eau et par terre, plus prospère que Shenzhen. Les hommes d'ici avaient peine à le croire, car avec un tel accent, il devait venir de beaucoup plus loin, au nord, ce qu'il refusait de révéler. Tout comme il refusait d'en dire plus sur lui-même. À la différence des hommes, les femmes de Shenzhen, elles, s'intéressaient surtout à la mère du bébé. Mais quand elle l'interrogeait à son sujet, le visage de Lin Chanfu se figeait comme les rues de Shenzhen prises par la neige et le gel. Ses lèvres se serraient pour ne plus s'ouvrir, comme si on lui avait posé aucune question. Un homme couvert de neige, le visage caché dans ses cheveux et sa barbe, humble comme un saule pleureur et taciturne comme la terre. Telle avait été la première impression que Lin Chanfu avait laissée à tout le monde. Xavier Capodanno, librairie Le Genre Urbain dans le
dernier quartier populaire parisien, Belleville. Une librairie que j'ai fondée et créée il y a un peu plus de 20 ans. Donc c'est une librairie de quartier, tout ce qu'il y a de plus banal. Et elle a une petite identité sur les problématiques de la ville et de l'urbain. Donc on a plutôt un fonds universitaire qui traite de ces questions. Puis évidemment une grande politique de débat et de rencontre qui soutient cette identité. Mais pour le reste, et c'est très important pour nous, nous sommes une librairie de quartier pour animer ce bout de territoire à travers différentes lectures, que ce soit de la littérature, des sciences humaines, de la jeunesse, de la BD et que sais-je. Donc ce livre de Hu Yua, qui s'appelle donc La ville introuvable, j'avoue que j'y suis allé avec appréhension, parce que j'avais lu un livre précédent, j'en ai lu d'autres, mais un qui, pour moi, est un chef-d'œuvre de l'histoire de la littérature, je pèse mes mots, qui s'appelle Brothers, et qui est un peu ces romans totaux dans l'esprit des Misérables d'Hugo ou de Vie et destin de Grossman. Donc, passé après ça, j'y allais avec un peu d'appréhension, mais cette appréhension a été très très vite levée, parce que je suis tombé sur un grand bouquin, très romanesque. Alors ça se passe à peu près entre la fin du 19e et début du 20e siècle. Et on va suivre le destin d'un homme de bien, qui va chercher une ville introuvable, d'où le titre, pour essayer de récupérer la mère de sa fille, qu'il a abandonnée 2 fois d'ailleurs. Et c'est un portrait d'homme et de femme d'ailleurs dissymétrique, c'est-à-dire que les 3/4 du livre va concerner le destin de cet homme et le dernier quart, le destin de cette femme. Je ne peux pas vous en dire plus parce qu'il y a énormément de rebondissements. Ce qui est magnifique dans le bouquin, c'est que c'est très très romanesque, on est très vite en empathie avec ces personnages, surtout avec ce monsieur qui est véritablement un homme de bien, plutôt fils de bourgeois de gens riches, mais qui va refaire sa vie à zéro par cette quête. Et tout d'un coup, il va s'arrêter dans une ville et recommencer une vie, à élever sa fille, et lui-même un travail, se lier d'amitié avec des tas de gens, et surtout une autre famille qui va l'aider à accompagner la croissance de son enfant. Et effectivement, il va arriver énormément de choses, puisqu'on est dans un contexte où l'empire chinois est en train de se dégrader, les seigneurs de la guerre prennent la main, on est aussi en prise avec toutes ces batailles, tant révolutionnaires que nationalistes. On a une histoire en creux de ce pays-là, que Hu Yua essaye de visiter et revisiter peut-être l'histoire de son propre pays avant le grand bouleversement de la révolution chinoise. Et il nous donne quelques clés sur le terreau dans lequel le processus du XXe siècle a organisé ce pays. C'est pour ça que c'est absolument passionnant, la vie de ces personnages, parce qu'on a une partie de cette histoire que nous connaissons, nous occidentaux, très très mal, un peu en creux. Et voilà, donc c'est un grand bouquin et que je n'aurai aucun problème à conseiller à nos lecteurs, tant ça roule tout seul. Pendant les quelques jours qui suivirent, Li Jiangfu ne trouva pas le repos. Son sommeil était aussi léger qu'un objet flottant à la surface de l'eau. Il suffisait d'un chant du coq, des aboiements d'un chien ou du bruissement du vent dans les herbes pour l'arracher à ses rêves, et le moindre bruit de pas au loin lui faisait battre le cœur. Il savait que Zhao Mei n'était pas partie vers l'ouest en direction du temple de Gunyu, mais vers le sud. Il sentait bien qu'elle l'avait sans doute quitté, mais il ne comprenait pas pourquoi. Il était totalement désemparé, et la désolation régnait dans son cœur comme sur la campagne en hiver. Il lui arrivait aussi d'imaginer vaguement que Zhao Mei allait réapparaître subitement devant lui un soir, son baluchon à la main. Ce genre de pensée lui venait à intervalles réguliers, comme le lever et le coucher du soleil. Bien écrit quand même. L'horizon. Est-ce qu'il t'arrive de poser un couvre-lit du premier coup impeccablement? Non pas que je me débatte à l'infini avec une couverture, mais dis-moi franchement, as-tu déjà réussi cet exploit? Tu te mets devant ton lit et hop, le dessus est parfaitement étalé. Moi, je n'y parviens jamais. Le plus souvent, ça rebique dans le coin qui est impossible à atteindre sans monter préalablement sur le lit. Et lorsque les fusibles sautent, est-ce que tu te dis aussitôt que c'est une métaphore de ta vie? Je sais bien que j'exagère, mais est-ce que cela t'arrive
Dès que ça s'emballe dans ta tête, tout devient aussitôt une suite d'adversités et tu te dis que tu ne te donnes aucune chance. C'est tout de même curieux qu'il soit plus facile de rester dans cet état d'esprit que de s'en échapper, non ? Tu es en train de manger quelque chose de délicieux, par exemple, et soudain, tu réalises qu'il s'agit seulement d'un bon plat et non d'une bonne vie. Et pourquoi donc ? Pourquoi ne serait-ce pas aussi la preuve d'une bonne vie, hein ? La vie se compose d'une multitude de petits moments agréables, paraît-il. Tu te mets à gamberger et, une fois de plus, tu constates que tu t'es fait avoir. Pourtant, le bonheur est à tes trousses. Il voudrait que tu abandonnes ton deuil. Il te veut du bien, mais votre coopération se passe mal. Tu as beau essayer de reprendre ta vie en main, tout ce que tu fais, c'est de t'accommoder de ton propre malheur. Tu ignores comment lui tourner le dos. Tu sais seulement qu'il s'alimente du deuil qui, tel un brouillard épais, s'est déposé sur plusieurs générations. Tu es jalouse de la vie des autres. Non pas pour des choses importantes comme la famille, les enfants qui réussissent. Non, non. Tu envies leur vie la plus ordinaire, leur bon moral. Tu fais venir un dépanneur. Tu l'entends monter l'escalier en sifflant une mélodie joyeuse. Est-ce que j'ai déjà sifflé, moi, te demandes-tu? Un air joyeux, ça? Non, impossible de m'en souvenir. Cet homme marche, tout simplement. Il est content, il a la musique en lui. Décidément, je ne dois pas faire partie de la même espèce humaine. Pourquoi les notes de musique ne se mettent-elles pas à sautiller dans ma tête, comme chez cet homme? Sans doute parce que je renonce avant même de commencer, non? Vu de loin, tout me semble hostile, alors je ne m'approche pas. Crois-tu que les choses qui puissent être parfois mieux de près que de loin? Je ne le saurai probablement jamais. J'essaie de positiver. Pendant les vacances, je m'allonge sur un transat et je regarde au loin. Sais-tu ce que je vois? Un horizon tordu. Il n'est pas juste sinueux, mais tout simplement tordu. Bref, il n'est pas plat, tu comprends? Est-ce possible que l'horizon ne soit pas horizontal? Je regarde et je constate que les lignes verticales sont toutes droites, mais pas l'horizon. Tant pis. Qu'il reste comme bon lui semble. Moi aussi, je vais rester comme je suis. Peut-être bien que ma vie ne tient pas debout à cause des événements du passé. Dans mon monde, l'horizon n'est pas à niveau, tu comprends? J'ai 35 ans et une morne vie de solitude. Mes rares instants de bonheur, je les partage parfois avec des gens qui, tout comme moi, mènent une vie qu'ils ne souhaiteraient à personne. Je me sens proche d'eux. Dans leurs yeux, je vois mes larmes. Voilà pour cette rentrée Actes Sud littérature étrangère qui est, comme vous le voyez, assez solide. Peut-être un petit mot, parce qu'on n'avait pas de vidéo pour le dernier texte dont vous venez d'entendre lecture de Mikołaj Greenberg, qui est un écrivain et photographe polonais qui publie ses textes vraiment de très très grande intensité. C'est un auteur qui a publié plusieurs livres autour de l'héritage de la Shoah et qui continue à interroger cette dimension-là dans ce livre-là à travers des portraits comme ça, des textes brefs, des textes en fragments. Il y a une trentaine de textes à peu près dans l'ouvrage, et c'est une manière vraiment de mettre en relation, comme vous l'avez entendu, le minuscule, le détail, le prosaïque, et une dimension évidemment beaucoup plus large, et de poser cette question évidemment très, très importante et très sensible de savoir comment on peut être juif dans la Pologne d'aujourd'hui. Vraiment un texte important. On n'avait pas de présentation, donc je tenais à vous en redire un petit mot. Voilà donc pour la rentrée étrangère des éditions Actes Sud.